parcours sur la restauration collective en Bretagne. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment identifier son besoin et définir une nomenclature homogène. Donc pour rappel, au niveau de nos partenaires sur la réalisation de ces modules, nous sommes accompagnés par le réseau GAB Frappe de Bretagne, l'association, le réseau de l'initiative Bio en Bretagne, la DRAF qui est intervenue la semaine dernière et dont vous avez le replay sur le contexte réglementaire, et la région Bretagne. Diapo suivante. Merci. Donc, nous, Resseco, nous sommes une association qui a plus de 15 ans et qui a pour mission d'accompagner les structures publiques dans la commande publique durable, à travers notamment la sensibilisation, l'information, la formation, l'innovation. On accompagne aussi les structures publiques, dans l'intégration de dispositions environnementales et sociales, dans la commande publique. Donc, à travers des journées de réflexion, on mène aussi des groupes de travail. En ce moment, il y a un groupe de travail sur un closier de biosourcés. On fait des webinaires sur différentes thématiques et nous avons aussi des activités qui sont réservées, à nos adhérents. Diapo suivante. Hop. Donc là, vous avez la carte, des différentes associations qui, comme nous, interviennent à l'échelle régionale sur, la thématique de la commande publique durable. Sur la diapo suivante, vous avez le cycle de webinaire donc sur les marchés publics en restauration collective. La semaine prochaine, nous verrons comment organiser son sourcing. Et pour rappel, des ateliers auront lieu en présentiel, donc sur la pratique du sourcing et les outils territoriaux disponibles. Mi-novembre, la semaine 46. On n'a pas encore les dates exactes, mais ce sera au niveau de Saint-Brieuc, vers Quimper-Quimperlé et au niveau de Rennes. Diapo suivante. Donc, on va pouvoir entrer dans le détail, dans identifier son besoin et définir une nomenclature homogène. On va voir dans un premier temps comment définir son besoin sans reproduire à l'identique ce qui est pratiqué. Et dans un second temps, ce sera définir une nomenclature homogène, définir et la pratique de l'allotissement. Tu peux mettre la diapo suivante. Merci. Donc, qu'est-ce que la définition du besoin? La définition du besoin, c'est l'acte préalable à tout achat où l'acheteur formalise l'expression des besoins opérationnels à travers notamment le cahier des charges. La juste définition du besoin doit permettre notamment aux entreprises de bien comprendre la demande pour proposer des produits conformes. L'objectif étant de créer en fait une adéquation entre l'offre et la demande. La rédaction du cahier des charges doit aussi rester neutre afin de permettre à la concurrence de s'exercer pleinement en n'orientant pas le choix de l'acheteur vers un produit particulier. La définition du besoin, elle ne doit pas être un cadre rigide au point de constituer un obstacle à l'innovation et donc rester un cadre ouvert. Le besoin peut être défini sous forme de spécifications techniques, normatives ou fonctionnelles qu'on va pouvoir développer dans la prochaine diapo. Donc, l'identification des besoins impose en amont de connaître les marchés fournisseurs, en participant au salon professionnel, au speed meeting, en se documentant ou bien en organisant son sourcing, d'analyser ses consommations, euh, d'avoir une démarche en coût global, donc on ne parle plus du coût unique, et de bien faire la distinction entre un achat dit standard et un achat spécifique, y compris au sein d'une même catégorie de biens ou d'équipements. Sur la prochaine diapo, donc vous avez 3 grandes définitions du besoin. On dit qu'elle peut être anticipée, formalisée ou globalisée. Anticiper, c'est s'interroger en amont dans le temps et dans l'espace sur les moyens, les objectifs et les contraintes. Qui dit aussi anticiper, dit aussi connaître l'offre disponible sur le territoire et la structuration des filières, d'où l'intérêt du sourcing. On parle aussi donc d'une définition dite formalisée, donc là on s'adresse plutôt aux juristes, c'est traduire juridiquement ses besoins en termes de publicité, de mise en concurrence et de respect des seuils et adopter une nomenclature interne et une procédure.
Enfin, cette définition du besoin, elle peut être globalisée, c'est penser son besoin en termes de prescription, d'indicateurs et de critères d'exécution et d'analyse imposés ou souhaités, en lien avec l'offre attendue. Sur la prochaine diapo, donc, ça montre la définition anticipée de besoin. Les interrogations qui viennent dans une définition dite anticipée, sont, quelles sont les autres pratiques réalisées sur mon territoire? On est dans une logique de benchmarking, de mutualisation, groupement de commandes, des points de livraison. On est aussi dans une logique de réflexion sur la mise en place éventuelle, par exemple, d'un PAT. Quels sont aussi mes moyens en termes de qualité, de bio, de local, mes moyens humains et techniques? Quelles sont, mes contraintes, que ce soit en termes de coûts, de logistique pour mon restaurant scolaire? Autre question à se poser, c'est, quelle évaluation, quel bilan, on peut faire, de mes marchés? Ça peut être, des questions, d'ordre quantitatif, qualitatif sur mes marchés. Quelle procédure, est utilisée? Quelle offre, existe-t-il pour répondre à mes besoins? Est-ce qu'on fait appel à un grossiste ou est-ce qu'il y a une offre spécifique sur le territoire? Sur la diapo suivante, vous avez la définition dite donc formalisée de besoins. Donc là, les procédures de mise en concurrence, ça demande de bien maîtriser et de justifier les seuils choisis par famille de produits. Donc, quel type de denrée alimentaire est défini dans l'objet du marché? Est-ce qu'on parle de denrées brutes ou transformées, de denrées conventionnelles ou bio, généralistes ou ciblées? Quel allotissement aussi technique ou géographique, je souhaite mettre en place? Heu, Petite mise en garde sur les lots multiproduits qui sont davantage favorables aux grossistes vis-à-vis des lots plus spécifiques qui privilégient, le local. Quelle contractualisation aussi, c'est à savoir que même pour le gré à gré, il y a une nécessité de cadrer l'exécution et le suivi de son marché en termes de quantité, de durée, de vérifier aussi les pénalités. Sur la diapo suivante, donc on a la définition dite globalisée des besoins. C'est regarder de plus près les prescriptions techniques. Est-ce qu'elles sont liées à l'approche produit, voir la saisonnalité, le conditionnement, la logistique? Regardez aussi de plus près les critères d'analyse des offres, l'intérêt de fixer la rencontre de l'offre et de la demande, notamment dans un cadre de réponse technique. C'est aussi prendre en compte, le développement durable, heu, à travers donc la composante, environnementale, le bio, le gaspillage alimentaire, la composante sociale, le développement du commerce équitable par exemple et aussi la composante économique donc ce qui est le coût global, l'engagement pérennisé. Le suivi global d'exécution, donc c'est, tenir une traçabilité, je rebondis notamment sur la présentation d'Alexandra de la semaine dernière, avec le reporting des données, dans le cadre de la loi Egalim. C'est trouver aussi une nécessaire complémentarité, en fait, entre l'exécution envisagée de son besoin et le contrat qui est choisi et les différents critères d'analyse des offres. Donc sur la prochaine, diapo, on voit les spécifications, techniques. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, tels que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, la terminologie, l'emballage et cetera. Donc ces caractéristiques, elles peuvent être, également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés. Par exemple, ça peut être la gestion durable des forêts, l'utilisation de l'agriculture biologique, l'absence, d'OGM ou un processus propre à un certain stade de leur cycle de vie. Heu, on parle par exemple d'éco-conception pour un produit, de réemploi ou de matériaux reconditionnés ou de recyclage, des déchets. Donc sur la diapo suivante, que doit-on retenir finalement de l'identification de son besoin? Heu, Déjà, c'est que tout se fait en amont de toute consultation. C'est tenir compte, du budget, donc que ce soit du coût matière, de l'offre disponible en produits de qualité, du nombre de repas qui est servi, de l'équipement de la cuisine, du mode de fabrication, du mode de gestion, des différents enjeux environnementaux, alimentaires et économiques et des objectifs de la loi Egalim. La définition des besoins, ce n'est pas seulement faire remonter, des besoins et les additionner tous ensemble,
C'est aussi se poser des questions sur les enjeux de développement durable, donc l'achat en moindre quantité ou en meilleure qualité, une consommation maîtrisée, une performance énergétique, l'aspect social, éthique et équitable et l'aspect sociétal, donc avec le coût du cycle de vie ou le coût global. Sur la diapo suivante, donc on va pouvoir définir ce qu'on appelle une nomenclature homogène. Donc, pour rappel, la définition d'une nomenclature, homogène, c'est, déjà le préalable à la réalisation d'achat, quel que soit le montant et l'établissement pour toute personne morale, publique ou privée, soumise au code de la commande publique d'une nomenclature interne, qui permet d'identifier des familles homogènes de denrées en fonction de leurs caractéristiques propres, ainsi que le niveau de dépenses annuelles correspondant. L'établissement de cette nomenclature interne vous permet ensuite de calculer, la valeur estimée du besoin. Donc sur, la diapo, suivante, vous avez, plusieurs échelons. C'est la diapo précédente, Patricia. Donc, pour les marchés de denrées alimentaires, l'idée, c'est d'identifier des familles homogènes de denrées en fonction de leurs caractéristiques propres, ainsi que du niveau des dépenses annuelles correspondant. Et sur la diapo suivante, donc, on rappelle la définition dite formalisée, des besoins. Donc, la définition des familles homogènes de produits, elle permet de déterminer le niveau de computation des seuils. Elle permet aussi de regrouper les besoins en éléments homogènes, qui vont permettre de mettre en place des stratégies d'achat pour chaque famille. C'est aussi utile, de connaître son besoin en interne, de connaître les marchés fournisseurs en externe et de pouvoir ainsi segmenter son besoin en connaissance du marché. Donc, finalement, on s'adapte à son environnement. Enfin, cette procédure permet de faciliter certaines procédures de marché sans tomber, dans le travers du saucissonnage que l'on va pouvoir, développer, à la fin du webinaire. Donc sur la diapo suivante, vous avez une bonne nomenclature achat, elle doit être, exhaustive. Donc pourquoi? Tous les produits articles se retrouvent dans cette nomenclature en limitant, les catégories dites, diverses. Elle doit être aussi évolutive. Il est très courant que la nomenclature achat, évolue et soit mise à jour tous les 2-3 ans, donc en suivant l'évolution du marché fournisseur et du besoin. Par exemple, on peut introduire, une catégorie dite simili, viande pour les steaks, faits à partir de soja. Donc, cette nomenclature, elle est aussi adaptée. Plus il y a de familles achats, moins il y aura besoin de détailler chacune des familles, notamment pour faciliter l'imputation au quotidien des commandes et des factures. Elle est aussi dite, cohérente, donc on s'adapte aux enjeux. Plus une famille est complexe en enjeux ou montant, plus elle va être détaillée. La nomenclature est également cohérente avec, l'organisation interne et le marché présent, fournisseur. Sur la prochaine diapo, donc vous avez, les différents types, de manières différentes manières de catégoriser, les denrées alimentaires. Donc ça montre qu'il n'y a pas de nomenclature unique. En fait, chacun s'adapte en fonction de ses besoins. L'idée, en fait, est de rester bien cohérent en termes de besoins homogènes. Donc, on se réfère aux prescriptions techniques et au marché, fournisseur. La no Sur la diapo suivante, vous avez, la nomenclature qui a été établie en 2001, qui est toujours, d'actualité. En fait, un acheteur qui achète de manière habituelle des denrées alimentaires, heu, il peut toujours utiliser ce cadre de découpage des 15 familles homogènes qui est juridiquement non contesté et non désuet. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas votre propre nomenclature, vous pouvez, vous appuyer sur les sites internet, emap.fr avec 2 P où, il y a justement des nomenclatures, disponibles. Sur, la diapo suivante, vous avez un autre exemple de nomenclature appliquée en région Bretagne. Donc on a une même stratégie achat, même typologie de produits qui sont stockés au même endroit et commandés de la même manière avec les mêmes fournisseurs. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux du point de vue de la computation des seuils, mais, c'est-à-dire, de passer de gré à gré sur ces familles-là. Et pour le gré à gré, tout ça, on le verra dans les prochains webinaires. Sur la prochaine diapo, donc, vous avez un autre exemple. Là, c'est un deuxième niveau de nomenclature
qui ne sert pas pour la computation des seuils, mais ça sert pour le pilotage. Ça permet notamment de consolider des indicateurs, de savoir, sur tous les achats de viande et de volaille, combien sont bio, combien portent un label rouge. Ça sert notamment si vous utilisez l'outil, Ma Cantine pour le reporting de la loi Egalim. On a un pilotage en fait par espèce et pas uniquement des segments homogènes de produits sur lesquels se fait la computation des seuils. Sur la diapo suivante, donc vous avez le fameux outil, que j'avais évoqué, donc EMAP, qui propose, en fait la fonctionnalité, nomenclature de famille homogène. Donc ce logiciel, il est gratuit. Il sera utile, aux collectivités qui sont dépourvues d'outils internes de contrôle. Sur la prochaine diapo, donc l'allotissement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, le fait de vouloir fractionner un marché en plusieurs sous-ensembles, qu'on appelle des lots. Ce fractionnement peut se faire de 2 types, soit ce sont des lots techniques ou alors on peut appeler plusieurs lots géographiques. L'allotissement, ça permet de définir des lots adaptés à l'introduction de considérations environnementales ou sociales, eu égard à la réalité, en fait, du secteur économique concerné. Ça permet aussi de destiner après le sourcing, des lots ou des marchés à la réservation. Ça permet aussi de favoriser l'accès des TPE, PME locales à la commande publique et d'innover, d'inciter à l'innovation, heu, à travers notamment le lot susceptible d'intéresser les PME innovantes. Donc mise en garde sur le saucissonnage qui doit être fait en fait en tenant compte de la computation des seuils. Hop. Donc sur les diapos suivantes, vous avez les ressources disponibles. Donc vous avez notamment, les vidéos du CNFPT. Donc c'est si vous voulez aller plus loin sur le sujet et monter en compétence là-dessus, donc je vous invite à créer un compte sur la plateforme de la e-communauté, où vous aurez accès à ces vidéos. Sur la diapo suivante, vous avez un peu le contenu de ce qu'on a sur, la e-communauté, donc c'est assez exhaustif, hein. Vous avez, le rappel des lois et aussi un espace d'échange pour pouvoir, communiquer avec, d'autres collectivités. Vous avez un centre de ressources et la liste des formations. Et sur la diapo suivante, vous avez, un zoom sur une proposition de cahier des charges qui a été élaborée par, le CNFPT, et la DRAF. Donc, voilà, vous pouvez aussi vous appuyer, dessus. Et la diapo suivante, vous avez un guide pratique sur l'achat durable et de qualité en gestion directe. Donc il est un peu daté, mais, en soi, il est très intéressant. Donc je vous invite aussi à le consulter. Et le reste des ressources disponibles, vous les aurez de toute façon, avec, le PowerPoint et la vidéo en replay. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans la conversation.